Marie Toussaint, bonjour Marie Toussaint. Bonjour Monsieur Brunet. Vous êtes tête de liste Europe Écologie aux élections européennes qui auront lieu, mesdames, messieurs, je le rappelle, le 9 juin prochain. Je ne suis pas certain que tout le monde ait parfaitement retenu la date, donc voilà, 9 juin prochain. Dans un instant, les amis, vous pourrez poser toutes vos questions à Marie Toussaint. Je suis en studio en compagnie de Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour Marie-Bénédicte. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes journaliste au service politique de RTL, on vous connaît bien. Règle du jeu, très simple, Marie Toussaint, je vous rappelle que voilà, il y aura des questions de nos invités, de nos auditeurs, et vous répondrez de façon brève si vous êtes d'accord. Comme ça, il y aura beaucoup de questions. Voilà, très bien. C'était pas prévu, mais comme on vient de passer une demi-heure à parler de la situation en Nouvelle-Calédonie, 6 morts en une semaine, j'aimerais bien recueillir votre avis. Comment, selon vous, calmer cette colère très dure, très abrupte, très rugueuse, très radicale en Nouvelle-Calédonie? On a un besoin impérieux et urgent de retour au dialogue. Un dialogue dans un contexte qui soit un contexte d'impartialité, là où le gouvernement et M. Macron ont donné l'impression ces dernières années d'être partiaux, justement, et de biaiser le processus de discussion sur le terrain. On a besoin d'abord de retirer ce texte, de suspendre l'examen de ce texte sur le dégel du corps électoral. On a besoin de retirer le dossier des mains de M. Darmanin, de le confier à Matignon. J'ai proposé aussi la nomination d'une personnalité républicaine impartiale et incontestable pour pouvoir mener ces négociations. On a besoin de respecter les populations sur le terrain, mais dont les Kanaks, et en particulier la jeunesse kanak qui se révolte aujourd'hui, et puis de reposer un accord global sur la table, pas que sur le dégel du corps électoral, mais sur les conditions économiques, sociales, environnementales. Et tout ça a besoin d'être remis en discussion. La situation dans laquelle on est absolument dramatique. Donc pour vous, il faut retirer ce texte? Il faut le retirer, il faut réorganiser le dialogue, relancer un processus. On met fin à 40 ans de discussions qui se passaient bien, qui ont pris fin il y a 3 ans, quand le 3e référendum a été organisé malgré la période de deuil kanak. Donc il faut remettre les choses en place, et je pense que c'est une impérieuse nécessité pour la France que d'aller dans cette direction. Nommer une personnalité, vous pensez à quelqu'un en particulier ? Mais ça peut être Lionel Jospin, dont le nom a été prononcé. On a 3 premiers ministres de suite. Alors, aucun n'est écologiste et de mon bord politique, mais Monsieur Philippe encore récemment. Enfin, on a besoin de trouver quelqu'un qui joue le même rôle, peu ou prou, que celui qu'avait joué Edgar Pisani aux côtés de Michel Rocard il y a déjà 40 ans. Première question, c'est Franck au 3210. Mon cher Franck, bonjour. Qui êtes-vous? Où êtes-vous? Franck de Nice, bonjour Marie Toussaint. Bonjour. Alors ma question est toute simple, l'union fait la force. J'ai constaté qu'au 9 juin prochain, il y a, sur les 37 listes qui se présentent à ce scrutin, il y en a 5 qui sont étiquetées écologie. Vous avez la vôtre, vous avez Écologie au centre de Jean-Marc Governatori, vous avez Yad Verling également avec Écologie positive et territoire, vous avez Marine Chollet et vous avez Hélène Touy, on va dire, pour le parti animaliste. Pourquoi vous n'avez pas fait une liste d'union, puisque c'est scrutin à la proportionnelle, alors que vous risquez de perdre la moitié de vos députés, puisque si vous faites 5,5 voire 6,5 le 9 juin prochain, par rapport aux 15% de Yannick Jadot, vous allez donc perdre au moins la moitié de vos élus. Pourquoi vous n'avez pas fait une liste d'union de tous les écologistes en France? C'était 13, pardon, le score de Yannick Jadot. Oui, 13, alors que là, les sondages vous créditent de 5, 6%. Il a raison, le morcellement, c'est quand même... Alors là, c'est un morcellement de chez morcellement. Mais déjà, merci de m'inviter, parce qu'il faut que les Françaises et les Français entendent ce que les écologistes ont à proposer. Et vous savez, on n'a pas le résultat du match avant de l'avoir joué. Et donc, voilà, il faut attendre le résultat des élections et vraiment se mobiliser. On en parlera pendant cet échange, c'est absolument indispensable. Merci Franck pour votre question. Alors la réalité, vous l'avez dit, les élections européennes sont des élections à la proportionnelle, et donc c'est précisément le moment que choisissent les petits partis pour aller aux élections, présenter leur liste, parfois en compétition, parfois en opposition. Vous parlez de Monsieur Governatori qui fait campagne contre les écologistes et notamment contre les femmes écologistes. Je ne dirai pas ce que j'en pense, mais vous l'aurez compris. Et puis d'autres. Lui, il essaie d'imposer dans le paysage
envisage une espèce d'écologie de droite, lui, en gros. C'est ça son positionnement. Même pas, très honnêtement. Bon. Et puis d'autres en complémentarité, comme le Parti animaliste, qui se saisit du fait que c'est une élection proportionnelle pour aller porter ces propositions-là. Moi, ce que je veux dire à tout le monde, c'est que la seule liste, parmi toutes celles que vous avez citées, qui enverra des députés écologistes au Parlement européen, c'est la liste que je conduis, c'est la liste Europe Écologie. Et on a besoin de députés écologistes au Parlement européen parce que, on le voit bien, dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a une guerre, mais aussi une crise économique, sociale, ce qu'on vit aujourd'hui, eh bien, les autres partis se détournent de l'écologie et porte atteinte aux politiques de protection de l'environnement. Donc si vous considérez qu'il faut absolument agir contre le dérèglement climatique, qu'il faut absolument agir pour sauver le vivant, éviter l'extinction de la biodiversité, si vous pensez qu'il faut absolument mener la bataille pour prendre soin de votre santé, alors mettez un bulletin Europe Écologie dans l'urne le 9 juin prochain, parce que c'est la seule manière, en ayant des députés écologistes nombreux au Parlement européen, que nous puissions défendre tout cela. Est-ce que c'est pas un peu faible comme réponse? Parce que bon sang, si vous étiez parvenu à créer une plateforme avec ces petits mouvements, vous avez raison, c'est parfois des candidatures de témoignages, etc. Bon, ils savent pour certains qu'ils n'auront pas de parlementaires, mais si vous étiez parvenu quand même... Ils le savent tous, je crois. Oui, très bien, mais alors faire entendre raison afin que votre ambition politique soit portée par un seul grand mouvement, ça aurait plus d'allure. Là, le morcellement, ça démoralise souvent les électeurs. Il y a peut-être des électeurs, des électrices qui vont se dire, il y a 5 listes, il y a 6 listes, même en comptant celle du radical de gauche, comment s'appelle-t-il, Monsieur Lafont. Ah oui, Lacroix. Monsieur Lacroix, pardonnez-moi. Qui se découvre une fibre écolo. Maintenant, tout le monde est un peu écolo. Donc ça faut faire attention aux contrefaçons, justement. Ouais. Mais je comprends votre question. Et à la fois, c'est une élection à la proportionnelle. Ils décident de le faire comme ça. Et donc voilà, on n'est pas d'accord sur tout avec tout le monde. Enfin, il y a aussi des divergences politiques qui expliquent ça. Et puis moi, ce que je repère aussi, c'est que je vois bien les chroniques et tout ça dans les médias. On demande ça aux écolos, mais il y a aussi une grande diversité de listes de gauche, une grande diversité de listes de droite, une grande diversité de listes d'extrême droite. Vous l'avez dit, 37 listes. Voilà, il faut essayer de s'y repérer. Je suis d'accord avec ça, mais moi, tout ce que j'ai à dire, c'est voter Europe Écologie. Voilà, merci pour la question de Franck. La suivante, ce sera celle de Jean-Michel. Vous êtes là, Jean-Michel? Bonjour, Jean-Michel. Oui, bonjour Eric. Qui êtes-vous, Jean-Michel? Alors, Eric, j'habite dans le village de Pressac, dans le département de la Vienne. C'est à 30 km de Sainte-Soline. Et vous faites quoi dans la vie? Je veux vous parler d'agriculture. À tout de suite. C'est des questions, elle est dans le studio, elle répond aujourd'hui en direct sur RTL. Jean-Michel est donc agriculteur. Cher Jean-Michel, rebonjour. Posez votre première question. Marie Toussaint vous écoute. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez soutenu à l'échelon européen une politique absolument épouvantable qui est le Green Deal dans sa version écolo, qui prévoit le retrait de terres agricoles, de 20% des terres agricoles de la production. Qu'est-ce qui fait, Madame Toussaint, que vous êtes à ce point promotrice des pénuries, des famines et donc et aussi de l'inflation? Vous parlez des jachères, oui, c'est ça? Alors, les jachères, mais également ce qui est prévu dans le Farm to Fork, qui est le retrait définitif de la production agricole de 15 à 20% des terres agricoles. Attendez, Jean-Michel, elle va vous répondre. Oui, les jachères, c'est plus petit, oui. Non, c'est pas plus petit, c'est que surtout c'est momentané. C'est-à-dire vous pouvez mettre une année une terre en jachère et la remettre à production. Là, on parle de retrait définitif de la production agricole de terres à vocation agricole. Marie Toussaint. Ouais, je comprends votre question. Lui, il ne votera pas pour vous, Jean-Michel. Non, mais c'est pas grave, on peut discuter quand même, mais c'est important. Jean-Michel, j'ai un problème, c'est que les chiffres que vous donnez sont ceux qui sont brandis par Monsieur Bellamy en particulier et plusieurs autres concurrents, mais ce sont des mensonges en fait. Ce n'est pas ce qui est prévu par ce pacte vert dont vous avez parlé, qui consiste, je le rappelle, à augmenter nos ambitions écologiques. Pourquoi ? Eh bien, pour tenir les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, pour protéger la biodiversité, etc. Il y a une étude de la Commission européenne qui parle de ces 15% dont vous parlez, en disant si on ne change pas nos modes de production et qu'on préserve les terres, ça donnera 15% de rendement en moins. Mais la réalité, c'est qu'il faut changer nos modes de production. Et c'est ce que dit aussi la Commission européenne, d'où la raison pour laquelle je parle de mensonges. Et je trouve que la situation, notamment la situation écologique, est suffisamment complexe pour en rajouter. Et donc vraiment, je fustige celles et ceux qui jettent de l'huile sur le feu. Vous savez, Jean-Michel, le combat des écologistes, c'est à la fois de faire en sorte que vous, en tant que paysan, vous ayez suffisamment de revenus
à la fin du mois pour vivre dignement de votre travail. Ça, c'est ce qu'on demande depuis très longtemps. Et donc nous, on pense qu'il faut changer de modèle économique, sortir des accords de libre-échange, changer les modes de distribution de la PAC, de la politique agricole commune, pour qu'elle rémunère à l'emploi plutôt qu'à l'hectare, par exemple, pour qu'elle accompagne les paysannes et les paysans dans la transition écologique et qu'on mette les moyens. 44 milliards en plus chaque année sont nécessaires pour accompagner le changement d'entrepôt, de façon d'élevage, etc. Ça, c'est ce que nous demandons. Mais nous demandons aussi, effectivement, à ce que nous prenions soin de notre biodiversité. Aujourd'hui, 80% des écosystèmes européens sont dégradés. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans quelques années, on pourra produire de moins en moins sur ces terres-là, parce que ces terres sont abîmées, parce qu'il y a de moins en moins d'eau, de moins en moins de biodiversité, de moins en moins de vers de terre, et que, si on ne prend pas soin de la nature, on n'arrivera plus à produire. Et donc, il faut trouver le chemin entre les deux. Mais honnêtement, c'est déjà suffisamment compliqué pour en rajouter avec de fausses informations. Voilà pour vous, Jean-Michel. Philippe a fait le 3210. Beaucoup d'appels. Pardonnez-moi si je suis parfois un peu sec. Bonjour, Philippe. Bonjour. Marie Toussaint vous écoute. Qui êtes-vous déjà ? Qui êtes-vous ? Alors, Philippe, 48 ans, routier. On vous écoute, voilà. Philippe. Juste une petite aparté par rapport à ce que vous avez dit, madame, avec la diversité des listes. Et c'est ce qui est dommage quand on voit aujourd'hui ce que représente le vote extrême droite, que vous puissiez pas vous unir face à ça. Enfin bref. Maintenant, j'aimerais bien vous parler de l'empreinte carbone. Donc la neutralité carbone, savoir déjà comment vous comptez y arriver, en sachant très bien que il y a la pollution industrielle. On nous fait la part belle des voitures électriques, mais qui engendre une pollution tout aussi importante avec l'utilisation d'engins de chantier pour l'extraction des minerais. Donc voilà, comment vous comptez faire pour arriver à une neutralité carbone. Merci beaucoup, Philippe. Vous me permettez, Éric, de répondre directement. Je vous en prie. Remarquez que je ne suis pas très présent. C'est votre émission. Merci beaucoup, Philippe. Il y a 2 questions dans votre question. Et donc, je vais commencer par la neutralité carbone. Puis après, j'ai quand même le souhait de répondre sur l'extrême droite et la façon dont on peut la faire reculer. La neutralité carbone, on doit absolument l'atteindre. Et il faudrait l'atteindre dès 2040, même si chaque moment qu'on perd nous éloigne de la capacité de tenir ces objectifs. Pourquoi ? Parce que nous avons signé les accords de Paris qui disent qu'il faut limiter le dérèglement climatique, si c'est possible, à 1,5, qu'on y est déjà presque, et qu'il faut absolument agir extrêmement vite. Et donc, nous, avec les écologistes, on défend cet objectif de neutralité carbone dès 2040. Ça veut dire qu'il faut y mettre les moyens, le paquet. Ça veut dire qu'il faut dégager beaucoup de capacités d'investissement, ce qui va à l'encontre de la politique d'austérité remise en place par les conservateurs, les libéraux et les socialistes, qu'il faut au contraire se donner les moyens d'engager cet investissement, ce que font d'ailleurs la Chine d'une part, les États-Unis d'autre part, peut-être pas avec cet objectif de neutralité carbone, mais enfin, il va falloir se retrousser les manches et s'y mettre, et ça va avec beaucoup d'investissements. Vous avez parlé de l'industrie, et en particulier de la voiture thermique. Alors, je veux vous remercier pour cette question, parce que c'est vrai qu'il y a le carbone, et puis, il y a tout le reste. Il y a toutes les pollutions, il y a la biodiversité, il y a ces ressources qui sont dans nos sols et qui sont finies ou qui se renouvellent, dont il faut des millions d'années pour les renouveler. Et donc ça impose quoi ? Ça impose qu'on mène une politique de sobriété. Et tous les sondages montrent que les Françaises et les Français, ils sont prêts d'ailleurs à cette politique de sobriété qui vise à faire la chasse à la gabegie énergétique, qui vise à faire la chasse aussi au gaspillage d'eau, au gaspillage alimentaire, 1 milliard de repas gaspillés chaque année. Donc on a cette nécessité de mener une politique de sobriété. Et sur la question des voitures, il faut en réduire la taille, il faut en réduire le poids, et peut-être qu'il n'y a peut-être pas besoin d'autant de voitures demain qu'aujourd'hui. Dans votre programme, Marie Toussaint, vous dites qu'il faut reprendre la main sur les entreprises du pétrole et du gaz. Comment on fait ça ? Comment on reprend la main ? On les nationalise ? Qu'est-ce qu'on fait ? On les européanise, en tout cas c'est ça que je propose. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que quand on voit Total Energy, la semaine dernière encore, qui va voir ses amis du Qatar et qui dit mais on va continuer à investir dans le gaz naturel liquéfié pendant des années. Eh ben non. Tous les scientifiques, mais aussi l'Agence internationale de l'énergie le disent. Si on veut se donner la moindre chance de préserver le climat, il faut arrêter d'investir dans le charbon, le pétrole et le gaz. Et donc on ne peut pas laisser ces entreprises continuer à polluer et puis après dire c'est la faute aux Français, c'est eux qui veulent continuer à prendre leur bagnole et à polluer. Non, c'est pas le cas. C'est de la faute des stratégies qui sont menées par Total Energy, par Eni, par Repsol. Et donc je propose la mise en place d'un fonds de souveraineté écologique européen qui soit porté par la Banque européenne d'investissement et qui
qui deviennent actionnaires majoritaires de ces entreprises. C'est-à-dire on prend 50 à 51% des droits de vote pour faire quoi ? Pour sortir tous les investissements des énergies fossiles et les mettre dans les énergies renouvelables. Voilà pour votre réponse à Philippe qui a fait le 32-10. Dans un instant, nous sommes avec Véronique. Véronique, vous êtes là. Bonjour Véronique. Oui, bonjour tout le monde. Où êtes-vous Véronique ? Aussi dans la Vienne. Dans la Vienne. À tout de suite Véronique. Un tête de liste d'Europe Écologie est avec vous. Vous lui posez vos questions. Véronique, dans la Vienne, rebonjour. Quelle est votre question ? Voilà. Depuis cette dernière décennie, les écologistes ne sont plus vent debout face au nucléaire. Et maintenant face aux batteries électriques. Donc je voudrais savoir où est-ce que vous en êtes, parce que pour moi aussi c'est grave de se dire que on finit les vieilles, mais on reconstruit pas, quoi. En gros, c'est ça. C'est vrai qu'il y a une de vos listes concurrentes, petite liste écologiste aux européennes, ils ont l'air d'être écolo pro-nucléaire. C'est Yann Verling, ça. C'est la liste de Yann Verling. Voilà. Delphine, pour bien comprendre votre question, c'est quoi ? C'est sur le recyclage des batteries électriques ? Non, vous n'êtes plus contre le nucléaire. Et les batteries électriques, c'est l'omerta totale. Oui. C'est gravissime. Si on utilise des batteries électriques, il nous faudra plus. Pardon ? Alors non, mais ce que dit Véronique, et je peux l'entendre, c'est que dans le mouvement écologiste, peut-être que Véronique n'a pas 15 ans, peut-être que c'est une femme qui a une certaine expérience politique, dans le mouvement écologiste, traditionnellement, jadis, le nucléaire était le premier des combats, et c'est vrai que désormais on a l'impression qu'on en parle un peu moins. Et puis deuxième sujet, effectivement, qui est un peu un corollaire, les batteries électriques. C'est vrai, on entend moins la préoccupation antinucléaire des écolos depuis quelques années, Marie Toussaint. Écoutez, les partis écologistes se sont fondés effectivement dans les années 70 contre la pub et le consumérisme, et en partie contre le nucléaire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Un programme nucléaire a été déployé en France, qui arrive aujourd'hui proche de sa fin de vie, et par contre les émissions de CO2 ont continué à croître, et on s'attend à ce qu'elles continuent à croître avec le dérèglement climatique qui était naissant dans les années 70 et qui aujourd'hui met en péril, en danger notre capacité d'habiter sur cette planète. Donc aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on dit ? On dit le nucléaire, il faut se souvenir, c'est des déchets qu'on ne sait pas gérer. Ce sont aussi des risques, des dangers, même si on a, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, décru ces dangers-là. Par contre, le nucléaire, ça pompe aujourd'hui des capacités d'investissement, et notamment en France, qui seraient bien plus efficacement et rapidement utilisées dans les renouvelables pour sortir des énergies fossiles. C'est simple. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si on veut sauver le climat, on doit avoir atteint la neutralité carbone en 2040. Et si les plans de M. Macron fonctionnent bien, imaginons, pour l'instant ça n'a jamais fonctionné comme il l'avait dit, mais si les plans de M. Macron fonctionnent bien, on n'aura pas des nouveaux EPR à partir de 2040. Donc ça ne sert à rien de miser là-dessus. Investissons dans les énergies renouvelables, et puis on se mettra beaucoup plus... Qu'est-ce que vous répondez à ces électrices, ces électeurs en capacité écolos, de protéger le climat ? Qu'est-ce que je réponds à ceux et à celles qui ont plutôt une âme, qui sont parfois des électeurs d'Europe Écologie et qui disent le nucléaire c'est zéro émission, faut pas exagérer, il nous entraîne trop loin, Europe Écologie. Moi je pense que le nucléaire, c'est une solution intéressante aujourd'hui pour sauver la planète, de transition, et arrêtons d'être bêtes et méchants et toujours opposés au nucléaire. Il y a beaucoup de gens qui votent ça, qui pensent ça, pardon. Je suis d'accord, du coup je viens de répondre, mais c'était pas la question de Véronique. Non, au donc contraire, c'est ça. Elle dit, vous avez oublié. Moi je dis, mais donc je redis, attention, les déchets nucléaires, ce sont des déchets qu'on ne sait pas gérer. On se bat contre les polluants éternels, on se bat contre les microplastiques qui sont partout. Bon, faut faire attention à tout ça, ça a des impacts. Puis vous savez, l'uranium, on l'échange avec la Russie, le Kazakhstan, aussi avec le Canada pour prendre des régimes moins douteux et contre lesquels nous ne sommes pas en cours de bataille. Donc il y a des défauts à l'uranium et au nucléaire qu'il convient de prendre en compte. Moi, ce que je dis à ces gens-là, Monsieur Brunet, c'est que nous avons un même objectif qui est de lutter contre le dérèglement climatique, que pour cela il faut mener une bataille acharnée contre les énergies fossiles et que seules les énergies renouvelables sont en capacité de remplacer suffisamment vite les énergies fossiles. François-Xavier Bellamy, tête de liste aux européennes du Parti Les Républicains, était notre invité il y a une dizaine de jours et il vous a adressé une question, nous l'écoutons. Ma question est assez simple. Est-ce que les écologistes sont vraiment sérieux sur l'écologie quand ils croient qu'on résoudra le problème du climat en rendant la vie impossible à ceux qui travaillent et qui produisent dans nos pays, alors qu'en réalité, les 2/3 des émissions de carbone dans le monde sont faites par 10 pays,
dont un seul est européen, qui arrive dans les derniers de ce classement des pays les plus pollueurs du monde. Pour le dire autrement, est-ce que le problème du climat, il n'est pas en réalité dans ce que nous importons plus que dans ce que nous produisons? Et est-ce qu'il ne faudrait pas changer complètement de logiciel pour libérer enfin ceux qui travaillent chez nous et en même temps résoudre le problème environnemental là où il se trouve vraiment? Marie Toussaint. Vous voyez, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On a la droite et les extrêmes droites qui viennent nous expliquer que surtout, pour sauver le climat, il faudrait ne rien faire parce que la faute, c'est la faute des autres à l'extérieur de nos frontières. La famille politique de M. Bellamy nous dit aussi, en cette période d'extinction du vivant, de disparition des espèces, des insectes sur nos pare-brises, dans nos jardins, des papillons, etc., qu'il faudrait supprimer l'Office français de la biodiversité. Et donc on a des gens qui développent des politiques qui sont des politiques qui portent atteinte à la nature, qui viennent aujourd'hui expliquer aux écolos qui sont plus écolos que nous. Non mais de qui se moque-t-on? Et puis quand on est M. Bellamy, qu'on a été au pouvoir en France pendant de très nombreuses années, en Europe depuis quasiment toujours, et que ce sont ceux-là, ces majorités politiques-là, qui ont mis en place des politiques qui ont délocalisé les emplois et les pollutions, qui ont aggravé la précarité sur le territoire français et européen. On ne peut quand même pas venir reprocher aux écologistes de porter ces politiques-là. Je veux dire, c'est de l'hypocrisie et c'est du mensonge. Et moi, je vais vous dire, nous les écolos, on n'est pas là pour enquiquiner le monde. On est là pour protéger la planète et protéger la santé et la capacité de la population de vivre bien sur cette planète. Et qu'est-ce qu'on propose, nous? Eh bien, on propose que ce ne soit pas les gens qui fassent les efforts écologiques. La population, nous, on fait chaque jour les efforts écologiques nécessaires. Et je veux dire à celles et ceux qui nous écoutent, ce n'est pas de votre faute s'il y a un dérèglement climatique, s'il y a une perte de la biodiversité, s'il y a des pollutions toxiques et chimiques partout. C'est de la faute des grands pollueurs, de Nestlé, sur les doigts duquel on ne tape pas quand ils mettent du désinfectant dans l'eau ou du plastique dans le sol, de Total Energy dont j'ai parlé tout à l'heure, de Bayer Monsanto qui produit les pesticides qui nous rendent malades et puis après vont se faire de l'argent sur la vente de médicaments. Nous, ce qu'on veut, nous, ce qu'on demande, c'est des contraintes sur ceux qui gagnent de l'argent en détruisant la planète et en exploitant les êtres humains. Ça suffit, il faut prendre une autre orientation. Voilà, dans un instant, on continue. D'ailleurs, je vous annonce, ça n'était pas prévu, que comme nous avons pas mal de questions, vous restez 5 ou 6 minutes de plus avec nous. Voilà, c'est une prise d'otage, mesdames, messieurs. En direct sur RTL, dans les auditeurs ont la parole. Marie Toussaint, tête de liste d'Europe Écologie, est avec vous. Elle continue à répondre dans quelques instants à vos questions. Ensuite, nous parlerons de Jean-Claude Gaudin, qui nous a quittés aujourd'hui. Nous l'avons appris dans la matinée. Il a été maire de Marseille pendant 25 ans. Vous pouvez également nous appeler au 3210 pour réagir. À tout de suite. Marie Toussaint, donc tête de liste Europe Écologie aux Européennes, et Marie-Bénédicte Allaire, journaliste au service politique d'RTL, est avec moi. Marie-Bénédicte, tout à l'heure, on a parlé de l'extrême droite. Un auditeur a parlé d'extrême droite, oui, et on n'avait pas répondu vraiment à cette question. C'était Philippe, notre auditeur routier dans le Nord, qui regrettait finalement l'éparpillement des listes qui se réclament de l'écologie, en disant, voilà, il va y avoir une percée de l'extrême droite. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu vous unir? On peut ajouter aussi, parce que ça a été discuté dans les mois qui précèdent, certains à gauche voulaient LFI, pour ne pas les nommer, une liste d'union de toute la NUPES à l'époque. Et vous, les écologistes, vous avez voulu y aller pour vous-même. Est-ce que finalement, c'est pas un peu dommage quand on voit aujourd'hui les sondages, même si les sondages ne font pas l'élection? Écoutez, moi je voulais remercier Philippe d'abord de sa question, parce que ce qui est important, alors je réponds rapidement juste sur la gauche et les écologistes. Vous savez, c'est une élection proportionnelle. Partir séparé quand on a des partis différents à une élection proportionnelle, c'est banal, c'est dans l'histoire toujours comme ça que ça a été fait. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait reculer l'extrême droite. Et c'est absolument essentiel d'aborder cette question-là. On a encore vu hier, à Madrid, réunis les partis d'extrême droite d'Europe et du monde, avec Javier Milei et des proches de Bolsonaro et d'autres. Qu'est-ce qui va se passer le 9 juin? Le 9 juin, la question qui est posée, c'est quoi l'avenir de l'Europe? Est-ce que c'est la coalition des droites et de l'extrême droite, contre les droits des étrangers évidemment, mais aussi contre les droits des femmes, qui laissent exploser la précarité sur leur territoire et qui mène une politique climato-sceptique, voire d'atteinte aux législations de protection de la nature? C'est ce que j'appelle le pacte brun. Ou alors, l'alternative, c'est de mettre un bulletin vert dans l'urne pour faire en sorte que la coalition
actuel ne scelle pas ce pacte avec l'extrême droite, mais au contraire fasse le choix de la bifurcation écologique dans la justice sociale, de la défense des droits humains, des droits des femmes, de la démocratie. Et c'est ce que j'appelle le pacte vert. Pacte brun contre pacte vert. Il faut bien que tout le monde comprenne que c'est vraiment ça la question qui est posée le 9 juin et qu'on est à un moment déterminant de l'histoire de l'Europe dans laquelle les extrêmes droites ont pris tellement de pouvoir partout qu'il nous faut à la fois démontrer la supercherie de leurs propositions, mais aussi faire en sorte que, au Parlement européen et la majorité politique européenne choisissent plutôt la bifurcation, le pacte vert, que ce pacte brun. Là, vous parlez des ambiguïtés d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Quand vous parlez de pacte, la majorité... en particulier, mais vous savez, si ici en France, on a des propos de la part des partis français, que ce soit libéraux ou socialistes, qui disent jamais on ira, à Bruxelles, il y a des négociations en ce moment entre les différents partis et effectivement un groupe politique qui s'appelle ECR, qui est un groupe d'extrême droite. On les a déjà vus travailler ensemble à l'intérieur du Parlement européen et c'est bien le risque qui est devant nous si on n'agit pas. C'est la raison pour laquelle je dis seul le bulletin vert peut empêcher cette coalition d'extrême droite d'exister. Pour parler arrière-boutique plutôt et sondage 5%, 6%, vous entendez souvent, j'imagine, ce n'est pas anodin, cette argutie qui est proférée par des détracteurs ou pas d'ailleurs de l'idée écolo en France, qui disent oui, bon ben voilà, l'écolo punitive, ils sont trop durs avec nous. Est-ce qu'il n'est pas... Ou certains qui disent tiens, moi je suis plutôt électeur de droite, mais j'ai le cœur vert et je serais disposé à voter écolo s'ils étaient un tout petit peu moins dogmatiques. Vous l'entendez ça? Est-ce qu'au nom de la réelle politique, il ne serait pas temps d'avoir des partis écolos en France qui soient un tout petit peu moins durs, perçus comme durs en tout cas, plus ouverts sur d'autres électeurs qui ne sont pas votre cœur habituel, quoi? Écoutez, moi je ne suis pas dogmatique, j'espère ne pas vous avoir donné cette impression et je crois que je peux en dire de même pour l'immense majorité de mes collègues écologistes. Il y a quand même un problème s'il n'y a que 5% pour ou au niveau vous, européen. Quand on voit l'importance de l'idée écologique. Mais je sais bien, je suis d'accord avec vous et moi je pense que c'est absolument dramatique et qu'il faut vraiment se mobiliser, se remobiliser comme on l'a fait en 2019. En 2019, il y avait des manifestations énormes pour le climat et il y avait eu le groupe vert le plus puissant au Parlement européen. C'est ça qui a permis de faire en sorte que l'Union européenne aille vers une politique plus écolo. Et c'est ce que je vous dis, c'est que c'est ce qui est en risque ce 9 juin si on ne se remobilise pas. Donc il faut vraiment se remobiliser. Dès qu'il y a une crise, tout le monde cède, tout le monde revient en arrière, tout le monde a voté pour le retour de l'austérité, pour les méga camions sur les routes, pour moitié, même jusque chez les socialistes, pour le retour des OGM, etc. Il faut se mobiliser si on veut faire du climat, de la biodiversité et de la santé, la politique de l'Union européenne. Et puis je vous l'ai dit, les écolos sont pas là pour enquiquiner le monde. Et j'en ai assez, moi personnellement, qu'on mène des politiques anti-pauvres. Quand je dis on, c'est les droites, les droites ensemble, que ce soit les libéraux d'Emmanuel Macron ou les républicains, les conservateurs au niveau européen, qui tapent tout le temps sur le dos des pauvres, qui tapent tout le temps sur le dos des gens en leur disant que tout est de leur faute à eux, ou alors que c'est de la faute des écolos. Eh ben non, nous on veut une politique, par exemple sur l'agriculture, je l'ai dit tout à l'heure, qui protège à la fois les salariés, qui protège les entreprises, qui protège la population, et ça ne peut être fait qu'à travers l'écologie. Delphine est avec nous. Bonjour Delphine, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis pharmacienne, moi j'habite à Saint-Malo. Restez avec nous, vous poserez votre question dans un instant. Tiens, à Saint-Malo, Marie Toussaint, tête de liste d'Europe Écologie Européenne, est dans le studio. Delphine, Marie Toussaint vous écoute. Oui, bonjour Madame Toussaint. Bonjour Delphine. J'ai entendu parler, comme beaucoup de monde, de la relocalisation, des relocalisations stratégiques que vous ambitionnez, également de l'Airbus du médicament. Donc moi je suis pharmacienne d'officine, donc je suis directement impactée comme un bon nombre de mes confrères par les ruptures actuellement. Donc on a bien conscience que produire en France c'est une solution, et d'ailleurs certains industriels comme Bentalion sont en train de fabriquer en France du paracétamol. Mais vous êtes bien consciente quand même que ça coûte cher de construire des usines, que accessoirement ça pollue, même si l'impact écologique de toutes ces livraisons à répétition suite aux ruptures, c'est un peu pour ça qu'on a envoyé les usines en Asie. C'est parce que c'était trop polluant pour les Européens. Trop polluant, voilà. Mais maintenant la pollution, elle est à un autre degré puisqu'on nous envoie des dépannages par les laboratoires avec 3 boîtes dedans. Donc sur le nombre de pharmacies en France. Et puis en fait, il y a un gros problème en France. Vous le savez très bien.
j'espère, que vous êtes renseigné sur le sujet, c'est quand même le prix des médicaments, qui n'est pas du tout le même dans tous les pays. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire pour qu'on puisse, nous, en tant que pharmaciens français, puisse être approvisionnés en médicaments et que les industriels puissent vendre leurs médicaments au prix qui est le plus juste et qui leur permette de produire sur notre territoire. Marie Toussaint. Merci beaucoup Delphine. Effectivement, moi je pense que c'est une question politique et une question de société. Est-ce qu'on considère que parmi ce qu'on veut absolument produire chez nous, quand on dit produire en Europe ce dont l'Europe a besoin, de quoi que juge-t-on essentiel? Moi je considère que c'est la santé et qu'il faut mettre les moyens, et potentiellement des moyens publics, pour faire en sorte que nous réussissions à produire les médicaments dont nous avons besoin. Et donc oui, effectivement, je plaide pour une stratégie industrielle à travers cet Airbus du médicament pour produire en Europe ce dont on a besoin, en particulier les principes et les substances actives qu'on importe aujourd'hui de 60 à 80% de Chine et d'Inde. Voilà. Et puis, un service public européen du médicament pour les médicaments génériques et essentiels. Delphine, vous savez, il y a un sujet sur le prix des médicaments, mais je pense que vous le connaissez aussi bien que moi. Il y a aussi un sujet sur les profits générés par l'industrie pharmaceutique, d'ailleurs qui est une forme d'oligopole aussi au niveau mondial. Et je pense, moi, que oui, ça doit faire partie d'une stratégie de l'Union européenne que de se dire que on ne fait pas totalement confiance à cette industrie pharmaceutique qui a délocalisé et qui nous a privés des médicaments dont nous avions besoin. C'est le paracétamol, l'amoxicilline pour les enfants, les masques, etc. etc. Bon, et qu'on se dise, on investit ce qu'il faut. Et on va chercher cet argent, je l'ai dit, en sortant du pacte d'austérité, en réorientant des financements aujourd'hui existants, avec un emprunt européen. Beaucoup d'industriels disent produire en France, aujourd'hui, nous intéresse moins, voire plus du tout, parce que les coûts d'installation d'une nouvelle chaîne de production sont tels, et le marché du médicament étant régulé dans ce pays qu'est la France, donc mal remboursé, pas assez à notre goût par la sécurité sociale, on préfère aller fabriquer nos médicaments ailleurs. Oui, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut s'attaquer au profit de ces entreprises. Il faut mieux redistribuer la valeur, il faut investir. Il faut investir, y compris dans cet Airbus du médicament européen. Et puis, il faut mettre en place ce service public. Vous savez, on a des exemples aux États-Unis et au Brésil, soit d'hôpitaux publics, soit de fondations caritatives, qui ont mis en place ces usines, ces productions de médicaments génériques et essentiels. Encore une fois, c'est un choix de société. Et moi, je fais le pari que si on fait ce choix-là, on aura des estimations de coûts, d'investissement, etc. Mais si on fait ce choix-là, je pense que tout le monde le vivra mieux, et y compris les pharmaciennes et les pharmaciens comme Delphine. Merci Delphine, et merci beaucoup à vous, merci Marie à vous de Toussaint. votre invitation. Merci beaucoup, tête de liste aux élections européennes le 9 juin. Je vous rappelle d'ailleurs